Une famille de 4 personnes a disparu lors d'une excursion en montagne, présumée victime d'un tragique accident de randonnée. Mais 3 semaines plus tard, une caméra sauvage capture quelque chose qui amène tout le monde à se demander ce qui s'est réellement passé, révélant une vérité si sinistre que personne n'aurait pu imaginer. Le vent sifflait sur le parc national des Glaciers, dans le Montana, emportant avec lui la morsure d'un front froid entrant. Eleanor Whitaker, connue de la plupart sous le nom d'Ellie, est descendue de la télécabine, ses bottes de randonnée usées par les intempéries craquant contre le sentier enneigé. À 67 ans, ses pas étaient mesurés mais assurés la démarche de quelqu'un qui avait traversé ces montagnes pendant des décennies. Ses yeux, toujours vifs malgré les années, scrutaient le chemin brumeux devant eux. La visibilité était mauvaise, mais cela ne la préoccupait pas. Elle connaissait ces sentiers mieux que la plupart. Elle les avait promenés, enseigné sur eux, sauvé des gens d'eux, pendant plus de 30 ans en tant que garde forestière et instructrice de survie en milieu sauvage. Après avoir ajusté son sac à dos, elle se dirigea vers le lodge de style cabane qui servait de point de passage aux randonneurs. Sa structure en bois se dressait fermement contre le flanc de la montagne, tandis que la fumée s'échappait de la cheminée située au-dessus. Alors qu'elle déposait son lourd sac dans le hall d'entrée, enlevant la neige de ses bottes, un visage familier leva les yeux derrière le comptoir. « Mademoiselle Whitaker ?» Le visage du greffier de la loge s'illumina. « Je ne m'attendais pas à te revoir si tôt. »« Bonjour, Tom » acquiesça Ellie, sa voix calme mais résolue. Tom se pencha en avant, baissant la voix. « Des nouvelles de ta famille ?» Ellie secoua la tête, les rides autour de ses yeux s'approfondissant. Pour la plupart des visiteurs, elle était Eleanor, la vieille garde forestière. Une légende parmi le personnel et les habitués du parc. Ses retraites de survie n'avaient fait qu'ajouter à la révérence qu'elle avait gagnée au cours de 3 décennies de service. « Pas encore » répondit-elle en ouvrant la fermeture éclair de son manteau. « C'est pour ça que je suis de retour. » Tom hocha la tête solennellement. Tout le monde en ville connaissait la tragédie de la famille Whitaker. Daniel, le fils d'Ellie, sa femme Rachel et leurs filles jumelles, Ivy et Ren, avaient disparu depuis près d'1 mois. Ce qui avait commencé comme une simple randonnée d'un week-end s'était transformé en un cauchemar pour toutes les familles. Ellie a sorti une pile d'affiches de personnes disparues de son sac. La photo du haut montrait une famille souriante de 4 personnes, Daniel dans son sweat à capuche vert trapu, Rachel avec son sourire chaleureux et les jumeaux Ivy en jaune, Ren en violet, leurs sourires identiques aux dents écartées illuminant la page. « J'espérais pouvoir les remettre en ligne » a déclaré Ellie en offrant les dépliants. « Remplacer les anciens. » Autour du lodge. Départ des sentiers. « Bien sûr » dit Tom sans hésitation. « Le directeur a déjà approuvé. Si nous pouvons faire autre chose, n'hésitez pas à nous le demander. »« Merci » répondit Ellie, la voix serrée de gratitude. La gentillesse avait été sa compagne tout au long de ce cauchemar. Alors qu'elle se déplaçait dans le pavillon, épinglant des dépliants sur les panneaux d'affichage et les portes, les souvenirs lui revinrent. C'était un samedi matin typique lorsque Daniel l'a appelé. « Allez, maman » dit-il d'une voix enjouée au téléphone. Les filles ont réclamé des histoires à grand-mère Ellie toute la semaine. Elle avait voulu y aller. Elle a presque annulé ses plans précédents. Mais l'événement caritatif ou une collecte de fonds pour l'éducation à la vie sauvage pour les jeunes défavorisés était un engagement qu'elle ne pouvait pas rompre. La prochaine fois, avait-elle promis. Prends beaucoup de photos pour moi. Et ils avaient. À midi, alors qu'elle installait des présentoirs lors de l'événement, son téléphone a vibré avec un message de Daniel. C'était une photo de famille. Ils souriaient tous les 4, la montagne s'étendait derrière eux, toujours au même endroit. Rachel a dit un jour qu'elle voulait créer un time-lapse des filles grandissant avec en toile de fond les montagnes immuables. C'était doux. Sentimental. Quelques heures plus tard, après l'événement, Ellie est rentrée chez elle et a vu les appels manqués. Un SMS aussi. Le temps se gâte ici. Écourtez la randonnée. On se parle plus tard. Elle a rappelé immédiatement. Directement à la messagerie vocale. J'ai essayé le téléphone de Rachel. Même chose. Au début, elle s'est dit de ne pas paniquer. La réception cellulaire dans le parc était notoirement peu fiable. Mais la nuit est tombée. Et ils ne sont pas revenus. La peur a fleuri en elle. Le matin, elle avait appelé la police. Des équipes de recherche ont été formées. Des hélicoptères scannaient d'en haut. Des bénévoles ont ratissé la forêt.
Beaucoup se souviennent de Daniel comme d'un garçon qui suivait sa mère garde forestière. Après une semaine de recherches exhaustives, le ton a commencé à changer. Le coordinateur de recherche avait essayé d'être doux. Madame Whittaker, avait-il dit doucement. Nous avons couvert tous les domaines possibles. Avec le temps qui s'est installé. Je suis désolé, mais nous devons envisager la possibilité d'un accident tragique. Mais Ellie a refusé de l'accepter. Daniel est né dans ces montagnes. Il aurait su qu'en faire demi-tour. J'aurais lu le ciel, l'air, la pression. Il n'aurait pas risqué la vie de ses filles. Pas pour une photo. Pas pour une randonnée. Non, quelque chose d'autre s'était produit. Et si personne d'autre ne continuait à regarder? Elle le ferait. À l'extérieur, Ellie a affiché des dépliants au point de départ des sentiers. Ses doigts se raidirent dans le vent alors qu'elle fixait chacun d'eux. La photo de Daniel la regardait depuis la page glacée. Le sourire de Rachel. Les jumeaux en jaune et lavande. Un jeune couple est passé. Leurs yeux s'attardèrent sur le dépliant. Puis sur Ellie. Reconnaissance. Pitié. Elle était habituée à ces regards maintenant. Mais la pitié ne trouverait pas sa famille. Seule la détermination pourrait. Au dernier point de départ du sentier, elle leva les yeux vers la montagne. Son sommet voilé d'épais nuages. Quelque part là-haut, des réponses attendaient. Et elle les trouverait. Ellie continua sur le sentier. Coller méthodiquement des prospectus, arrêter les randonneurs, demander, toujours demander. Chaque conversation est la même. Des yeux sympathiques. Secouer la tête. Des vœux murmurés pour un miracle. Après le 20e. Non, désolé. Ellie s'est presque résignée à une autre journée infructueuse. Alors. Un bruissement dans les arbres. À environ 3 kilomètres de là, une silhouette s'est avancée sur le sentier. Un homme dans la cinquantaine. Veste camouflage. Gilet de sécurité orange. Excusez-moi, cria-t-il, son souffle embu en l'air. Ça vous dérange si j'en prends un? Ellie s'est retournée. Je l'ai étudié. Il avait l'air d'un homme qui vivait plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une barbe épaisse parsemée de gris. Les yeux alertes, scrutants. Bien sûr, dit-elle en lui tendant un dépliant. Je m'appelle Cal Jennings, dit-il en tendant une main gantée. Chasseur local. J'ai parcouru ces montagnes pendant 30 ans. Eleanor Whittaker, répondit-elle. Mes amis m'appellent Ellie. La reconnaissance brillait dans ses yeux. Le garde forestier. J'ai beaucoup entendu parler de toi au fil des années. Respectez ce que vous avez fait ici. Il a regardé le dépliant. Fronça les sourcils. Quand ont-ils disparu? Il y a 3 semaines. Presque un mois maintenant. Cal a mis la main dans sa veste et a sorti un petit appareil. Tu sais, je devrais vérifier quelque chose. J'ai des caméras de surveillance partout de ce côté de la crête. Utilisez-les pour suivre le gibier. Le pouls d'Ellie s'est accéléré. Tu penses que tu as attrapé quelque chose? Cela pourrait valoir le coup d'œil. Il a fait défiler. Toujours en train de défiler. Photo. Clip vidéo. Brume, mouvement, ombre entre les arbres. Alors. Il s'est arrêté. Mademoiselle Whittaker. Je pense que tu devrais voir ça. Il tourna l'écran vers elle. Granuleux. Forêt enveloppée de brume. Puis le mouvement. 3 chiffres. Une femme aux cheveux mi-longs. 2 enfants. Il se déplaçait lentement. Avec prudence. À travers des sous-bois épais. La femme portait une veste légère, corail ou rose. Un enfant en jaune. L'autre en lavande. Ellie s'est arrêtée de respirer. C'est eux, murmura-t-elle, la voix tremblante. C'est Rachel. C'est Ivy et Ren. Cal hocha la tête, son expression grave. Je m'en doutais. Regarde l'horodatage. La date dans le coin de l'écran indiquait que la séquence avait été filmée il y a seulement 3 jours. 3 jours? La voix d'Ellie s'éleva, mêlant incrédulité et espoir renouvelé. Ils sont vivants, mais où est Daniel? Mon fils devrait être avec eux. Cal a zoomé autant que la qualité de la séquence le permettait. C'est une caméra fixe.
Elle ne capture que ceux qui passent juste devant elle. Votre fils aurait pu marcher derrière, ou prendre un autre chemin. Impossible de le savoir à partir de cela. Ellie fixait l'image figée, s'imprégnant de la vue de sa famille. Il semblait épuisé et secoué, avançant avec la prudence de ceux qui évoluent en terrain inconnu. À un moment, il s'était légèrement tourné vers la caméra, mais ne semblait pas la remarquer ou probablement bien dissimulé pour sa fonction première, qui était de traquer la faune sauvage sans se faire repérer. Où a-t-elle été prise exactement, demanda Ellie d'un ton pressant. Cal a affiché une carte GPS sur son appareil. Ici, il désigna un endroit marqué. C'est au fond de la partie nord, à environ 13 km de là où nous nous trouvons. Le terrain est accidenté là-haut, beaucoup de ravins non marqués, des pentes instables. Ellie étudia la carte, réalisant peu à peu. C'est hors de la zone de recherche. La police n'est jamais allée aussi loin au nord, prétextant un danger trop grand. Pas de sentiers entretenus, risque élevé d'avalanche après les tempêtes que nous avons traversées. Exactement, confirma Cal. Ce n'est pas un endroit où une famille avec de jeunes enfants s'aventurerait habituellement, c'est pourquoi personne n'a pensé à chercher là-bas. Cal, j'ai besoin d'une copie de ces images, dit Ellie fermement. Je dois les montrer à la police immédiatement. Cal hocha la tête, travaillant déjà sur le transfert du fichier. Je peux te l'envoyer par email tout de suite. Et voici mon numéro, griffonna Teil sur un petit bloc-notes. Appelle-moi si tu as besoin d'autre chose. Je connais bien ces contrées du Nord. Merci, dit Ellie, la voix chargée d'émotion. C'est la première véritable piste que nous avons depuis des semaines. J'espère que ça t'aidera, répondit doucement Cal. Et j'espère que tu les trouveras sains et saufs. Alors qu'il terminait le transfert de fichiers, Cal regarda sa montre. Je dois redescendre. Il se fait tard, et j'ai déjà ce que je suis venu chercher. Il fit un geste vers son sac de chasse. Est-ce que ça va aller? Oui, dit Ellie en serrant son téléphone avec les précieuses images. Je retourne à ma cabine pour appeler la police immédiatement. Ils marchèrent ensemble vers le lodge, le chemin étant plus facile à parcourir en descente. L'esprit d'Ellie s'emballa, imaginant de nouvelles possibilités. Sa famille était en vie, du moins depuis 3 jours. La police allait devoir reprendre les recherches. Elle allait devoir explorer des zones jusque-là ignorées. Lorsqu'ils arrivèrent au lodge, Cal souleva son chapeau. N'oubliez pas, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonne chance, mademoiselle Whittaker. Merci, Cal, répondit Ellie en le regardant se diriger vers le parking. Elle se retourna et se précipita vers sa cabine louée, une nouvelle détermination à chaque pas. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentait quelque chose au-delà du chagrin et du désespoir. Elle ressentait de l'espoir. Dès qu'Ellie entra dans sa cabine, elle sortit son téléphone et composa le numéro de la police. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle naviguait vers le contact enregistré de l'inspecteur Marshall, l'agent responsable de l'enquête familiale. Détective Marshall à l'appareil, fut la réponse immédiate. Voici Eleanor Whittaker, dit-elle en s'efforçant de garder une voix calme. J'ai trouvé des preuves que ma famille est en vie. Il y eut une brève pause avant que le détective ne réponde. Quel genre de preuves, mademoiselle Whittaker? Une vidéo prise par une caméra de surveillance montre Rachel et les jumeaux se déplaçant dans la forêt il y a à peine 3 jours. Ellie a expliqué la rencontre avec Cal Jennings et l'endroit où les images avaient été capturées. Je t'envoie la vidéo maintenant, a-t-elle poursuivi en consultant son email. Vous devez absolument voir ça, inspecteur. Nous devons reprendre les recherches immédiatement. Pendant que Marshall visionnait les images, Ellie arpentait la petite cabane, jetant de temps en temps un coup d'œil à la fenêtre où la lumière du jour commençait déjà à s'estomper. Il était presque 16h et, à cette époque de l'année, l'obscurité tombait rapidement dans les montagnes. Il semblerait que ce soit votre belle-fille et vos petites-filles, concéda Marshall après un moment. Cependant, mademoiselle Whittaker, nous ne pouvons pas commencer une opération de recherche aussi tard dans la journée. Que veux-tu dire? Demanda Ellie. Ils sont là-bas en ce moment même. Je comprends votre urgence, répondit Marshall d'un ton mesuré. Mais en tant qu'ancien garde forestier, vous connaissez mieux que quiconque les dangers des opérations de recherche nocturne sur ce terrain. La zone que vous décrivez est particulièrement dangereuse. Ellie s'est dirigée vers la fenêtre, observant les gardes du parc guider déjà les randonneurs d'un jour sur les sentiers de montagne. Des nuages sombres s'accumulaient au-dessus des sommets, promettant davantage de neige.
Les prévisions annoncent une nouvelle chute de neige ce soir, a poursuivi Marshall. Nous ne pouvons pas risquer d'envoyer des équipes en territoire inconnu, avec une visibilité limitée et des conditions météorologiques dégradées. Nous ne ferions que créer davantage de victimes potentielles. Même si cela la faisait souffrir, Ellie savait qu'il avait raison. Elle avait elle-même mené suffisamment d'opérations de sauvetage pour comprendre les protocoles et le raisonnement qui les sous-tend. Et les hélicoptères, demanda-t-elle, cherchant des alternatives. Pas dans ces conditions, et certainement pas la nuit, répondit Marshall. De plus, d'après ce que je vois sur ces images, il ne semble pas en détresse immédiate. Il se déplace délibérément, contrairement à des personnes grièvement blessées ou perdues. Ellie s'affala sur une chaise, luttant contre la frustration de savoir que sa famille était si proche, et pourtant toujours inaccessible. Alors on attend jusqu'au matin. Première lumière, confirma Marshall. Je me coordonnerai avec les autorités du parc ce soir. Nous rassemblerons des équipes et planifierons l'approche la plus sûre pour atteindre cette zone. Mademoiselle Whittaker, je vous le promets, nous ferons tout notre possible pour les retrouver demain. Je comprends, dit-elle à contre-cœur, mais je veux faire partie de l'équipe de recherche. Vu votre expérience, je pense que c'est possible. Soyez simplement au poste de garde forestier avant 6 heures. Après avoir terminé l'appel, Ellie est restée assise en silence pendant plusieurs minutes, fixant l'image figée de Rachel et des jumeaux sur son téléphone. Ils étaient vivants, mais quelque chose n'allait pas. Où était Daniel? Pourquoi n'était-il pas avec eux dans les images de la caméra? L'explication de Cal selon laquelle Daniel était peut-être hors du cadre ou prenait un itinéraire différent était logique. Mais Ellie connaissait son fils. Il ne se serait jamais séparé de sa famille dans un endroit isolé et dangereux, surtout avec les jumeaux. Il était trop protecteur. Trop prudent. Et pourquoi était-il dans cette zone spécifique au départ? C'était loin des sentiers qu'ils empruntaient habituellement, dans une zone connue pour être dangereuse même pour les randonneurs expérimentés. Daniel n'aurait pas conduit sa famille là-bas sans une raison impérieuse. Les questions se multiplièrent, n'offrant aucune réponse, ne faisant qu'aggraver son inquiétude. Ellie se leva et se dirigea à nouveau vers la fenêtre, regardant la dernière lumière disparaître du ciel et les premiers flocons de neige commencer à tomber. Quelque part là-haut, dans l'obscurité grandissante, sa famille était confrontée à une autre nuit seule dans la nature. « Attends » murmura-t-elle, son souffle embuant la vitre froide. « Tiens bon jusqu'au matin. »« Ouais » répondit l'autre, « quel dommage. » Elle a donné tout cet argent à la Wilderness Education Foundation le mois dernier, et maintenant sa famille a disparu. Le karma peut être cruel. Si c'était ma famille, continua le premier homme, ignorant qu'Ellie pouvait entendre chaque mot, je serais là-bas à chercher en ce moment même, peu importe la tempête, à 100%. Eh bien, ce n'est qu'une femme, et elle fait ça toute seule, répondit l'autre, non sans gentillesse. Ça ne doit pas être facile à son âge. Ellie fixait son bol de nouilles, la vapeur montant pour réchauffer son visage figé par une émotion contenue. Les conversations autour d'elle continuaient, la plupart des gens lui accordant un espace respectueux, certains hochant poliment la tête lorsqu'ils croisaient son regard, mais elle ne parvenait à se concentrer que sur ces mots qui résonnaient dans sa tête. Je serais là-bas en train de chercher. Au diable la tempête. Daniel attendrait-il jusqu'au matin si c'était elle qui manquait sur la montagne? La réponse fut immédiate, non. Il n'aurait de cesse de la retrouver. Avec une détermination renouvelée, Ellie termina juste assez de son repas pour calmer sa faim, puis s'éloigna discrètement du groupe. Personne ne sembla remarquer son départ tandis qu'elle regagnait sa cabine. Une fois à l'intérieur, elle s'est déplacée avec détermination. De ses sacs, elle a sorti son équipement de randonnée le plus fiable, celui qui lui avait permis de surmonter d'innombrables épreuves en pleine nature, couche thermique, veste imperméable, bottes renforcées. Son vieux sac de recherche et de sauvetage était toujours méticuleusement rangé, fournitures d'urgence, trousses de premiers secours et outils de survie. Elle vérifia son GPS pour s'assurer que les cartes en ligne et les sauvegardes hors ligne étaient chargées. Les coordonnées de Cal étaient déjà indiquées. Elle emporta des piles de rechange, des barres énergétiques et son sac de couchage conçu pour des températures négatives. Tandis qu'elle travaillait, une petite voix prudente lui murmurait qu'elle était imprudente. La police et les gardes forestiers partiraient à sa recherche dès l'aube. Elle avait 67 ans et s'engageait sur un terrain accidenté par une météo de plus en plus mauvaise. Mais une voix plus forte, celle qui l'avait guidée pendant 3 décennies de sauvetage en milieu sauvage, lui rappelait que chaque heure comptait en situation de survie.
Et s'il y avait bien quelqu'un capable de traverser ces montagnes en toute sécurité dans des conditions difficiles, c'était bien elle. Son sac bien attaché, Ellie se glissa hors de sa cabane, évitant soigneusement les sentiers principaux où elle aurait pu être vue. La neige tombait plus abondamment, s'accumulant déjà au sol. Elle sortit sa lampe frontale de sa poche, mais la garda éteinte pour l'instant, ne voulant pas attirer l'attention en passant devant les cabanes faiblement éclairées. Une fois arrivée au départ du sentier, elle s'arrêta pour s'orienter. D'après les coordonnées GPS de Cal, elle devait se diriger vers le nord-ouest, s'éloigner des sentiers aménagés et s'enfoncer dans la nature sauvage moins fréquentée. Ce serait une randonnée difficile, même en plein jour. Dans l'obscurité grandissante et les chutes de neige, elle mettrait à l'épreuve toutes ses capacités. Mais sa famille était là, et elle allait la retrouver. Ellie alluma sa lampe frontale, respira profondément l'air froid de la montagne et commença son ascension. La neige crissait sous ses bottes, son souffle formant des nuages dans l'air glacial à chaque pas. Les bruits du chalet s'estompèrent derrière elle, remplacés par le murmure de la neige et du vent dans les pins. Le terrain devenait plus escarpé, le sentier moins visible. Après 2 heures de marche, la neige tombait si abondamment que sa visibilité était réduite à quelques mètres. Le temps semblait perdre son sens tandis qu'elle avançait, consultant régulièrement son GPS pour s'assurer de maintenir le cap. Au fil des heures, la température baissait encore. Le vent se levait, poussant la neige horizontalement, irritant toute peau exposée. Les lèvres d'Ellie commençaient à s'engourdir, ses doigts étaient raides malgré ses gants isolants. Elle réalisa alors qu'elle approchait de ses limites. Si les conditions empiraient encore, elle n'aurait d'autre choix que de se mettre à l'abri et d'attendre la fin de la tempête. Alors qu'elle réfléchissait à la possibilité d'installer un camp d'urgence, une faible lueur attira son attention à travers le rideau de neige. Au début, elle pensa qu'il s'agissait peut-être d'un effet de lumière ou de sa propre fatigue qui lui jouait des tours. Mais alors qu'elle avançait prudemment, la lueur se transforma en ce qui ressemblait indéniablement à une fenêtre, la lumière provenant d'une structure nichée parmi les arbres. Une cabane. Dans cette région reculée de la nature sauvage, quelqu'un avait construit une cabane. L'espoir envahit le corps épuisé d'Ellie. À défaut d'autre chose, il lui offrait un abri contre la tempête de plus en plus dangereuse. Au mieux, il pouvait lui apporter des réponses sur sa famille. Elle s'approcha prudemment, sa lampe frontale éclairant une petite structure robuste, partiellement protégée par les pins environnants. De la fumée s'échappait d'une cheminée, confirmant la présence de quelqu'un à l'intérieur. Les mains tremblantes au froid ou anticipation, elle ne savait trop et Ellie frappa à la porte en bois. Aucune réponse ne vint. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois, et cria « Allô ? Quelqu'un ? S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Plusieurs longs moments s'écoulèrent en silence. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à frapper une 3e fois, la porte s'ouvrit en grinçant. Ellie s'est retrouvée à regarder un visage qu'elle n'avait vu que sur des photos et des affiches de personnes disparues au cours des 3 dernières semaines. Rachel se tenait sur le seuil, l'expression figée par le choc. L'espace d'un instant, aucune des 2 femmes ne bougea. Puis Rachel sembla sortir de son état de stupeur et se précipita en avant, tirant Ellie à l'intérieur. « Ellie, comment, que fais-tu ici ?» balbutia Rachel en aidant sa belle-mère à se débarrasser de sa couche extérieure recouverte de neige. Avant qu'Ellie ne puisse répondre, de petites voix retentirent du plus profond de la cabine. « Maman ? Qui est-ce » 2 petites silhouettes regardaient derrière le cadre d'une chaise en bois, Ivy et Ren, leurs yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils reconnurent leur grand-mère. « Grand-mère Ellie » crièrent-ils à l'unisson, se précipitant en avant, mais s'arrêtant net, soudainement timide ou incertain. Ellie tomba à genoux, submergée par l'émotion et l'épuisement. La chaleur du feu de la cabane commença à faire fondre ses extrémités gelées, lui envoyant des picotements douloureux dans les mains et les pieds. Mais l'inconfort physique n'était rien comparé au soulagement de revoir ses petites filles en vie. Rachel se dirigea rapidement vers le petit coin cuisine et revint avec une tasse fumante. « Tiens, bois ça. Tu es à moitié gelé. » Tandis qu'Ellie sirotait le liquide chaud ou du lait en poudre reconstitué, réalisa-t-elle, Rachel ramena les jumeaux vers leur lit de fortune. « Il est tard, les filles. Retournez au lit. Grand-mère Ellie est fatiguée et a besoin de se réchauffer. Vous pourrez lui parler demain. » À contre-cœur, les jumeaux se dirigèrent vers un petit lit dans un coin, se blottissant l'un contre l'autre sous une épaisse couverture. Rachel leur tendit à chacun une tasse de lait, et après qu'ils eurent avalé le liquide blanc avec empressement, elle les borda avec une aisance experte, murmurant quelque chose qui les fit rire doucement avant qu'ils ne s'installent enfin.
Bonne nuit, grand-mère Ellie, dit Ivy d'une voix douce. Reine répéta ces mots un instant plus tard, déjà en plein bâillement, les yeux mi-clos. L'une des filles s'endormit presque aussitôt, à la surprise d'Ellie. Peu après, leur respiration redevint douce et régulière. La chaleur de la couverture et le réconfort de leur présence mutuelle semblèrent dissiper la fatigue de la journée, les laissant paisibles et immobiles. Alors que le choc initial commençait à s'estomper, les questions envahirent l'esprit d'Ellie. Mais la plus pressante lui vint en premier. « Rachel, dit-elle doucement, gardant sa voix suffisamment basse pour ne pas porter jusqu'aux jumeaux, où est Daniel ?» Le visage de Rachel se décomposa à l'évocation du nom de Daniel. Elle se dirigea vers la petite table en bois au centre de la cabane et s'affala sur une chaise, faisant signe à Ellie de la rejoindre. Ellie s'installa sur la chaise en face de Rachel, se réchauffant encore les mains autour de sa tasse. La cabane était simple mais robuste, une seule pièce avec un coin cuisine, le petit lit que partageaient les jumelles et un canapé en cuir. Un petit poêle à bois fournissait à la fois chaleur et surface de cuisson, et des étagères le long d'un mur contenaient des provisions, conserves, eau en bouteille, ustensiles de cuisine. « Rachel, insista Ellie, que s'est-il passé? Où est mon fils ?» Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. Elle baissa les yeux vers sa tasse, la faisant tourner lentement entre ses mains avant de répondre. « On a eu un accident, » commença-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ce jour-là, on était en randonnée, on n'avait pas bien consulté la météo. On s'est retrouvé pris dans cette terrible tempête de neige il y a 3 semaines. « Mais pourquoi étais-tu ici ?» demanda Ellie, luttant pour garder son calme. Cette zone est signalée comme dangereuse sur tous les plans du parc. Daniel sait qu'il vaut mieux éviter d'y emmener des enfants. Rachel se mordit la lèvre. Il voulait essayer quelque chose de différent. Nous parcourions les mêmes sentiers depuis des années, et les filles commençaient à s'ennuyer. Il pensait qu'on explorerait un peu les zones moins fréquentées, en restant sur les pentes basses, plus sûres. Mais la tempête a frappé si soudainement. Faire demi-tour semblait plus dangereux que d'avancer. Elle s'arrêta et s'essuya les yeux. Nous avons eu de la chance de trouver cette cabane. Elle nous a sauvé la vie dès la première nuit. Ellie hocha la tête, comprenant qu'un abri dans de telles conditions aurait été une aubaine. Mais elle n'avait toujours pas sa réponse. « Et Daniel ?» demanda-t-elle. Le visage de Rachel se décomposa et, pendant un instant, elle ne put parler. Lorsqu'elle a finalement retrouvé sa voix, elle était brisée par le chagrin. Johnny pensait au courage dont Sonia avait fait preuve. Elle doit être secouée après tout ça. Que pouvait-il faire pour lui remonter le moral? Puis ça l'a frappé. Il se souvenait des produits dérivés des pirates des Caraïbes cachés dans sa limousine. Un petit geste, mais peut-être suffisant pour lui faire sourire. Il s'est précipité hors de l'hôpital et a traversé le parking. Lorsqu'il atteignit la limousine, il fouilla dans un compartiment de rangement. Finalement, il a trouvé ce qu'il cherchait. Une pièce de pirate en or et un authentique chapeau de Jack Sparrow datant de ses jours de tournage. Avant de rentrer, Johnny se tourna vers Thomas. « Je pense que je vais rester ici pour la nuit. Je prends la limousine pour rentrer à la maison et j'amène ma voiture habituelle demain. Pas besoin d'attirer plus l'attention. » Thomas hocha la tête. « Bien sûr, monsieur Depp. Dois-je apporter autre chose? Des vêtements de rechange et peut-être des livres ou des jeux pour les enfants. J'ai le sentiment que nous pourrions en avoir besoin. » Thomas est parti. Johnny est rentré à l'hôpital et a repéré un distributeur automatique de DVD dans le hall. À sa grande surprise, il y avait Pirates des Caraïbes. Il l'a acheté avec le sourire, pensant que ce serait parfait pour Sonia. Lorsqu'il est arrivé aux urgences, la salle était vide. Il a demandé à l'infirmière où Sonia avait été déplacée. « Chambre 207, dit-elle poliment. Miss Abigail est avec elle. » Johnny hocha la tête et se dirigea vers le couloir. À l'extérieur de la pièce, il vit Miss Abigail parler avec un médecin. « Mélanome malin de stade 3, a déclaré le médecin. Nous devons opérer rapidement pour retirer la tumeur et les ganglions lymphatiques. Ensuite, nous commencerons la chimiothérapie ou la radiothérapie en fonction de sa réaction. » La voix de Miss Abigail tremblait. « Est-ce qu'elle ira bien ?» Le médecin lui offrit des paroles rassurantes. « Elle est stable. Pas de commotion cérébrale. Elle est en bonne forme pour l'opération. Il y a toujours un risque, mais nous ferons tout ce que nous pouvons. » Johnny intervint. Il lut l'étiquette du badge.
Docteur. Docteur Marvy. Il prit une profonde inspiration. Je veux que Sonia reçoive les meilleurs soins possibles. L'argent n'est pas un problème. Le médecin parut surpris, mais resta professionnel. Nous avons une excellente équipe d'oncologie. Mais le traitement sera coûteux. Johnny hocha la tête. Faites tout ce qu'il faut. Et, gardez ça privé, s'il vous plaît. Je préfère éviter l'attention des médias. Le médecin acquiesça. Il y a un créneau disponible pour une intervention chirurgicale demain matin. Nous vous recommandons d'agir rapidement. Johnny et Miss Abigail échangèrent un regard. Sans hésiter, Johnny dit. Faisons-le. Il se tourna vers le médecin. Que devons-nous préparer?